Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver comme tous les mardis, les vraies voix de l'emploi avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h au sujet. Le sujet ce soir, l'intelligence artificielle et son impact sur le marché de l'emploi. Alors que cette intelligence artificielle peut augmenter l'efficacité et la productivité de nombreux secteurs, elle soulève cependant des préoccupations quant à la disparition potentielle d'emplois traditionnels, des secteurs tels que la fabrication ou le service clientèle et même les professions hautement qualifiées comme les juristes ou les médecins pourraient voir des changements significatifs dus à l'automatisation. On va en parler. Alors, parallèlement au défi, l'IA offre également des opportunités pour créer de nouveaux emplois dans tous les secteurs. L'intégration de l'IA dans les entreprises est vue aussi comme un moteur de création d'emplois innovants, nécessitant de nouvelles compétences et une adaptation continue du marché du travail. On va en parler avec nos invités. Absolument. Charles Chantala est avec nous, directeur commercial d'Indeed France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Laurent Blanchard, directeur général France de Michael Page. Merci d'être avec nous ce soir. Et bien entendu, un grand bonjour, comme tous les mardis. Nicolas Leroy est avec nous, directeur du recrutement groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Ça va, Nicolas ? Ça va. Eh bien, bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Intelligence artificielle, pas facile à dire. C'est un sujet très important dans l'emploi aujourd'hui. La première chose que l'on peut dire, c'est que ça fait peur à beaucoup d'employeurs et d'employés. Alors justement, c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle à tous les niveaux. On a voulu se poser la question ce soir, justement, est-ce que ça allait être un atout pour le marché de l'emploi ? Est-ce que ça allait créer vraiment de la croissance, des nouveaux emplois ? Donc c'est l'objectif qu'on se fixe ce soir d'en discuter avec nos invités, de comprendre justement si c'est plutôt un facteur d'opportunité ou au contraire un facteur d'inquiétude. Donc on compte sur nos invités pour nous éclairer sur ce sujet. Alors, dans le studio, il n'y a que des intelligences naturelles. Cécile, faut-il le rappeler, aucune n'est artificielle. Ou pas d'intelligence pour certaines, par exemple. On va démarrer avec vous, Charles Chantala, directeur commercial d'Indeed. D'abord, expliquez-nous ce qu'est cette entreprise et quelles sont forcément les valeurs ajoutées et l'expertise que vous déployez. Très simplement, Indeed, c'est la plateforme d'emploi la plus utilisée dans le monde et en France. Donc, en gros, c'est un bon baromètre de la réalité de l'emploi. On agrège toutes les offres d'emploi de France et on y retrouve à peu près 7 millions de personnes tous les mois. Donc, c'est un très bon baromètre de l'évolution, à la fois du comportement des candidats, mais aussi du marché du travail, c'est-à-dire qu'est-ce que recherchent les entreprises en face. Avec un secteur particulier qui a le vent en poupe ou pas du tout ? Non, alors justement, l'intérêt d'une plateforme comme la nôtre, c'est qu'on va retrouver un échantillon très représentatif du marché du travail et de la population active française. Donc on va y retrouver en ce moment, bien sûr, un dynamisme à l'image de ce qu'on retrouve partout dans l'économie, sur l'hôtellerie, la restauration, le BTP qui est en crise de recrutement terrible, et bien sûr les services à la personne ou les métiers du médical ou du médico-social. Alors Laurent Blanchard, vous êtes directeur général France de Michael Page. C'est un nom anglais, donc cabinet de recrutement. Quel accent, wonderful. Cabinet de recrutement bien connu, mais c'est plusieurs activités Michael Page. Alors, Il y a 4 activités. Oui, Michael Page, c'est un leader mondial du recrutement présent dans 37 pays avec 9000 collaborateurs. En France, la France, c'est le plus gros pays pour ce groupe anglais. On a 700 consultants, 900 collaborateurs. Et effectivement, notre activité, c'est du recrutement permanent, de l'embauche de CDI pour les entreprises. Mais c'est aussi aujourd'hui, pour une grande partie, de la mise en relation avec de l'intérim de spécialité, avec des freelances, avec des indépendants, avec des managers de transition. Et cette partie-là, elle est vraiment croissante depuis quelques années. Elle représente à peu près 40% de notre activité. D'accord. Et depuis quand l'IA est-elle utilisée pour recruter, si elle l'est ? En réalité, elle l'est depuis des années, simplement. Ah oui, donc c'est pas d'avant-hier matin. Non, la raison pour laquelle on en parle beaucoup depuis, 1 an et demi, disons, on va dire que c'est l'automne 2022 où ça a été le vrai effet waouh avec l'explosion de ChatGPT, c'est que c'est la dernière, disons que c'est la petite sœur des IA qui est apparue, c'est-à-dire les IA génératives. Mais il y a des IA sous le capot depuis déjà 20 ans. Dans le cas d'Indeed, il y avait des IA très traditionnelles. Ensuite, on a eu du machine learning. Donc ça, ce sont des intelligences artificielles auto-apprenantes. Elles n'ont pas besoin d'être pré-codées en quelque sorte. On a eu ensuite, vers 2017-18, il y a eu un demi-buzz aussi, mais qui avait redisparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment où il y a des IA qui ont battu des humains au jeu de Go, qui était soi-disant le jeu le plus difficile du monde. Ça, et même Garry Kasparov, considéré comme le plus grand joueur d'échecs de l'histoire. Voilà, alors le joueur d'échecs, donc c'était déjà des IA qui les avaient battus. Puis le deep learning, donc en 2017-18, était encore une nouvelle forme d'IA. Et là, 2022, je pense que ce qui peut expliquer ce buzz et ce boom de la communication autour de l'IA dans le grand public, c'est que pour la première fois, on peut jouer avec. Et pour la première fois,
le test de Turing est passé, c'est-à-dire on n'est pas sûr si on parle à un humain ou à une intelligence artificielle. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a deux formes d'utilisation de l'intelligence artificielle. Celle qui fait peur puisqu'elle va disrupter forcément l'emploi, mais celle qui est efficace aussi pour les faiseurs comme vous, justement, pour affiner parfois des profils ou des propositions où l'intelligence artificielle ira peut-être plus dans le détail que l'humain. L'intelligence artificielle, comme vous le disiez tout à l'heure, on l'utilise dans le recrutement depuis déjà 4-5 ans de manière vraiment intense. De manière à retrouver, à rappeler des profils, à identifier des profils qui correspondent à certains postes, à leur proposer différentes opportunités, à aller matcher des compétences particulières avec des profils de postes particuliers. Donc c'est véritablement quelque chose qu'on utilise très largement depuis 4-5 ans. Mais comme vous l'évoquez, l'IA générative, c'est une petite révolution parce que c'est une IA qui se rapproche du cerveau humain. Elle fait appel à de l'émotion, elle peut créer du contenu, et ça, ce sont des choses complètement nouvelles, complètement disruptives, et qui amènent finalement le grand public à se rendre compte qu'il y a une véritable disruption qui touchera vraisemblablement, qui touche déjà l'école blanc, et qui va profondément modifier la manière dont on travaille. Il y a 52% aujourd'hui des Français qu'on a interrogés, dans une grande enquête qui s'appelle Talent Trend et qu'on est en train de sortir aujourd'hui. On a interrogé 2500 personnes, des collaborateurs d'entreprise. Il y en a 52% qui considèrent que l'IA va profondément modifier et impacter leur travail dans les années à venir. Donc c'est une véritable révolution, non pas pour l'école bleue encore une fois, mais pour l'école blanc. On en parle dans un instant. Allez, vous bougez pas. On fait une petite pause. On aura un peu plus de temps. Vous pouvez réagir, bien sûr, 0826 300 300 si vous avez des questions à poser ou des CV à proposer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, on fait une petite pause. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. De l'emploi. Des vraies voix de l'emploi très intéressantes, comme d'habitude, mais là, en tout cas, avec des invités de qualité aussi. Nicolas Leroy, bien sûr, est avec nous, directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba, qui est notre expert emploi, bien sûr. Charles Chantalac est avec nous, directeur commercial d'Indeed, et Laurent Blanchard, directeur général France de Michael Page. Et avec vous, Laurent Blanchard, un livre blanc que vous avez sorti justement sur l'intelligence artificielle dans l'emploi. Des défis d'abord à réaliser, à mettre en place, parce que c'est un vrai défi en fait, cette intelligence artificielle, parce que comment la maîtriser? Alors vous la maîtrisez bien entendu aussi facilement, mais comment aujourd'hui celui qui cherche un emploi peut aussi la maîtriser au travers de vous? Mais il y a tout le monde sent que l'intelligence artificielle va bousculer véritablement la manière dont il exerce son poste. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure à travers cette étude, 52%. Maintenant, il y a que effectivement 18% aujourd'hui des Français sur leur lieu de travail qui déclarent utiliser l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, à ce sujet, on est plutôt en retard par rapport au reste du monde et à l'Europe. Au niveau, nous, on est présent dans 37 pays et c'est 30% des répondants qui déclarent utiliser l'IA sur leur lieu de travail versus 18 en France. Donc ensuite, comment l'appréhender? C'est tout un sujet pour les entreprises. Comment amener les collaborateurs des entreprises à mieux utiliser l'IA? Comment le faire aussi à travers un cadre de protection des données, un cadre de confidentialité, un cadre légal qui est en Europe et en France particulièrement rigoureux. Donc il y a des chartes à mettre en place, et puis ensuite il y a des sujets de sensibilisation et des formations tout simplement à mettre en place auprès des collaborateurs. Et de sécurité peut-être aussi. De sécurité bien évidemment, oui, absolument. Nicolas Leroy veut réagir. Alors justement, comme disait Charles tout à l'heure, l'IA n'est pas née avec ChatGPT, ça fait déjà plusieurs années qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est en place. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des métiers qui ont déjà été impactés justement par l'utilisation de l'IA dans leur quotidien? Très directement, tous les métiers de l'IT qui permettent de structurer l'IA. Qu'on parle des chefs de projet IA, des ingénieurs programmation, des data analysts, des data scientists. Il y a une multitude de postes aujourd'hui de la cybersécurité. Cécile en parlait il y a un instant, parce que quand on parle d'utilisation de la donnée, cette donnée, il faut déjà la sécuriser. Donc dans le domaine de la technologie aujourd'hui, nous, la technologie, c'est une grande partie de l'activité de Michael Page aujourd'hui en France. L'IA, c'est déjà une grosse partie de nos recrutements, avec bien évidemment une grande pénurie de candidats. Charles Chantala, je rappelle, vous êtes directeur commercial d'Indeed France. On a parlé tout à l'heure des cols bleus. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, des cols blancs, pardon, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre 40 ans après la révolution de l'automobile, il y a à peu près 40 ans, tous les postes de soudeurs ou presque disparaissaient sur les chaînes de montage d'automobiles pour être remplacés par des robots. Est-ce que l'IA, c'est l'équivalent de la robotisation pour les cols bleus, mais là pour les cols blancs? C'est potentiellement la grande revanche des cols bleus d'une manière générale. C'est-à-dire que déjà ces dernières années, on a redécouvert la
l'importance finalement des métiers manuels, les fameuses premières lignes qu'on avait un petit peu négligées. Et puis finalement, la France a formé des gens de plus en plus pour des métiers qui n'étaient pas présents en suffisamment grand nombre. Et on a vu un décalage entre l'offre et la demande. On a aujourd'hui des pénuries de talents dans tous les secteurs d'activité qui justement sont plutôt des métiers de col bleu. On ne forme plus assez de personnes à ces métiers-là. Et en plus, des vient se rajouter des soudeurs, voilà. Et en plus vient se rajouter cette révolution un peu inattendu, puisqu'il y a 5 ans, on aurait demandé à beaucoup de spécialistes de la prospective, et je pense notamment, il y a des grands cabinets de conseil qui font des études pour dire la technologie et l'IA va potentiellement impacter négativement les cols bleus. On voit bien que c'est tout le contraire aujourd'hui. Ce sont finalement les cols blancs, notamment les métiers à forte composante administrative, qui sont impactés en priorité. Potentiellement, ce sont des métiers d'ailleurs avec des forts salaires. Hein. Les métiers, les développeurs vont être directement impactés, alors qu'on pensait qu'on devait tous former nos enfants à devenir développeurs. On voit que finalement, l'avenir n'est pas si évident. Mais il y a aussi un problème sur les métiers d'automatisation qui aujourd'hui sont voués à disparaître, quand même transformés avec l'IA. Oui, si ce n'est que pour l'instant, disons que le grand pas en avant auquel on assiste depuis fin 2022, c'est un grand pas en avant des capacités de l'IA appliquées à la rédaction, à la compréhension, mais non pas à l'interaction avec le monde physique. C'est pas une robotisation à laquelle on assiste en ce moment. Il y a eu dans les années 80 plus de progrès dans la robotisation qu'on en voit aujourd'hui. Là, on se dit que dans les 5 prochaines années, c'est plutôt des tâches finalement intellectuelles qui sont en train d'être automatisées, et donc des tâches qui aujourd'hui reviennent plutôt à des gens comme moi qu'à un ouvrier. Nicolas Leroy. Oui, parce que la grande crainte aujourd'hui, elle vient des cols blancs, comme tu le disais, Philippe. Aujourd'hui, on est passé dans les années 80, on se disait que tout allait être automatisé d'un point de vue manuel, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, finalement, on assiste à une révolution. C'est aujourd'hui les prestations, enfin les professions intellectuelles qui sont aujourd'hui en phase de potentiellement craindre d'être remplacées, ce qui est quand même assez surprenant quand on voit qu'il y a assez peu d'automatisation sur les chantiers, même dans l'industrie parfois. Mais est-ce que ça veut dire, Laurent Blanchard, que dans le cadre d'un recrutement, c'est-à-dire d'une conversation avec un recruteur et un recruté, l'intelligence artificielle sera capable d'aller plus dans la précision, d'apprécier des choses que l'humain ne peut pas apprécier? Aujourd'hui, on se fait fort d'être un laboratoire d'innovation chez Page, et on a testé plusieurs solutions d'IA afin de sélectionner les candidats, pour aller les chercher, pour aller les identifier, y compris aller chercher des candidats qui n'ont rien demandé mais qui correspondent à certains profils. L'IA fonctionne très bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va chasser entre guillemets des candidats grâce à l'IA, des gens qui n'ont rien demandé et qui correspondent aux critères que souhaitent nos clients. Après, il y a la partie sélection. Et aujourd'hui, parmi tous les tests qu'on a mis en place avec beaucoup de startups qui se sont montées dans le domaine de l'IA pour aller faire véritablement matcher un candidat et un poste, on n'a pas encore trouvé de solution miracle. Donc heureusement, le poste de consultant et l'appréciation humaine, elle reste absolument fondamentale. Après, ce qu'il faut voir aujourd'hui, il y a ce qui ressort du fantasme et puis la réalité. Notre gouvernement vient de commander un grand rapport sur les emplois, non pas impactés, mais menacés. Oui. Et c'est 5%. Alors on verra si ce rapport, ce qu'il en advient d'ici quelques années, mais c'est 5% d'emplois réellement menacés. Donc l'IA, c'est aussi une opportunité de gain de productivité. Mais une des difficultés de la France aujourd'hui, c'est la productivité. Et l'IA, c'est un sujet de productivité. Mais vous avez parlé du gouvernement, mais en mars 2023, un rapport de la banque Goldman Sachs parlait de 300 millions d'emplois équivalents temps plein menacés dans le monde. 300 millions d'emplois, ça fait quand même assez peur, non, Charles Chantala? Oui, d'ailleurs, ça a permis d'être beaucoup relayé dans les médias. C'est assez habile de la part de Goldman Sachs. Et qu'il y a des gens qui le répètent. Oui, mais ça faisait partie de ces chiffres que j'avais en tête. C'est mon côté angoissé. Alors, je vais vous sortir la boule de cristal Indeed qui indique que non, ce sont 287 millions d'emplois qui vont être menacés. Non, la réalité, c'est que je pense qu'on est bien malin qui est capable de dire le nombre d'emplois qui vont potentiellement disparaître ou être créés. On peut se baser sur l'histoire des 120 dernières années pour dire que en général, on a plutôt une tendance à en créer davantage avec ces disruptions technologiques. On a créé 7 milliards d'emplois en 100 ans à peu près, donc on n'est pas si inquiet sur le volume d'emplois. En revanche, il faudrait plutôt regarder la part de nos emplois qui est impactée, c'est-à-dire la part des tâches au sein d'un job, qui va peut-être être effectué de manière différente. Je pense que c'est plus sérieux de dire tel job va disparaître, tel job va apparaître, de dire quelle est la part de mon boulot tel que je l'exerce aujourd'hui, qui peut être augmentée, améliorée, peut-être rendue plus agréable grâce à une intelligence artificielle. C'est cette méthodologie qu'utilise l'Organisation internationale du travail. C'est aussi ça, nous, qu'on a essayé de retenir en disant on va découper tous les jobs de la Terre en tâches effectuées sur une semaine type, par exemple, et on va essayer de voir quel est le niveau d'adaptation, d'agilité, on utilise tout le temps ce mot, mais finalement il devient presque agaçant, qu'on va demander aux salariés dans les prochaines années, parce qu'on leur demande tout le temps de devoir s'adapter, d'apprendre à se reformer eux-mêmes tout au long de leur vie.
C'est plus un travail justement d'agilité qui va être demandé, je pense, à tous les salariés du monde, plutôt que une disparition massive d'emplois à très court terme. Je vais revenir aux origines, Laurent Blanchard. Le métier qu'on choisit quand on a 16 ans ou 17 ans, on est face à des conseillers d'orientation qui ne connaissent pas tous les métiers et qui ont un panel de métiers classiques, de boulanger à je ne sais pas quoi. Est-ce que ça veut dire que là aussi les choses pourront changer à ce moment-là, de trouver un jeune garçon ou une jeune fille, de discuter avec une IA qui lui dira, toi, tu es fait pour tel métier ou tel métier, tel métier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager et qui serait aussi plus simple pour des gens comme vous, par exemple? On est dans le domaine de la fiction, plus simple, je sais pas. Mais il y a un moment donné... Tout est possible, mais je pense que la grande révolution, justement, c'est que le métier qu'on choisira à 16 ans, que ce soit lors d'une discussion avec l'IA ou avec un consultant en recrutement, c'est pas forcément celui qu'on exercera un an plus tard et encore 2 ans après. Et c'est vrai que la grande révolution de l'IA, c'est que finalement, le savoir de manière brute, il est plus aussi important parce que le savoir, il est désormais véritablement partageable par tout le monde et partout. La véritable compétence aujourd'hui, c'est de savoir aller chercher de la data, de savoir l'interpréter, de savoir la faire correspondre avec le besoin d'une organisation, le besoin d'un marché, un besoin business. C'est surtout ça qui va compter demain. Donc plutôt des soft skills que du savoir à l'état brut. Nicolas Leroy et Charles Chantala veulent réagir rapidement. Oui, et puis il faut dire aussi que cette mutation va se faire de façon progressive. Donc on va dire que le marché de l'emploi pourra s'adapter finalement à ces mutations. Et on a, comme disait Charles, on a vu en 100 ans qu'il y a plein de nouveaux métiers qui ont été créés. Donc ça va pas être quelque chose de très brutal où tout le monde va perdre son job du jour au lendemain. Enfin, je veux le préciser. En tout cas, sur cette question de est-ce qu'une IA pourra deviner le job pour lequel je suis fait, oui. Ou alors ce sera tout le contraire et ce sera une catastrophe déterministe. C'est-à-dire qu'une IA intelligente va réussir à détecter, comme Laurent l'indiquait, des passerelles parfois entre 2 métiers qu'on ne voyait pas, que des humains n'imaginaient pas. J'ai pas envisagé, dit autrement. La recherche d'emploi il y a 10 ans sur Indeed, c'était je tape des mots-clés, j'ai mes résultats qui correspondent pile à ces mots-clés. Maintenant, Indeed commence à suggérer des jobs que je n'ai pas recherchés parce qu'il fait des passerelles intelligentes. Mais maintenant, imaginons le contraire, une IA un peu bête qui est construite sur des datas, parce que la clé c'est les données qu'on utilise, sur des datas un peu trop faibles, va proposer uniquement des jobs qui correspondent à peu près à la voie que j'ai choisie à 17 ans. Sauf que 20 ans plus tard, j'ai peut-être d'autres aspirations, et donc comprendre mon passé peut être très dangereux si c'est uniquement ça qui est utilisé par nos IA. Je pense qu'il faut qu'on s'attache à utiliser des IA qui sont entraînées sur des données propres, c'est-à-dire pas trop biaisées, on n'a pas parlé de biais encore, et de discrimination, mais si possible aussi des données pour l'avenir, c'est-à-dire quelle est la préférence de la personne qui utilise cet outil. Quelle est sa préférence pour l'avenir et pas simplement qu'est-ce qu'il y a dans son CV, qu'est-ce qu'il a fait comme job juste avant. Ah bien, allez, vous restez avec nous, on continue dans quelques instants, on fait une petite pause, les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi sur l'intelligence artificielle, les enjeux pour l'emploi importants. Charles Chantala est avec nous, directeur commercial d'Indeed, Laurent Blanchard, directeur général France de Michael Page, et puis notre expert Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial. Alors on a parlé effectivement de la façon dont allait se gérer plus ou moins cette intelligence artificielle au sein des entreprises et au sein de l'emploi aujourd'hui. On n'a pas encore parlé des discriminations, parce que il y a aussi ça. Forcément, il faut en parler, Charles Chantala. Oui, pour le dire simplement, les IA sont essentiellement de la qualité des données sur lesquelles on les construit. Donc les données aujourd'hui sont des données humaines et les humains sont biaisés. Surprise. Donc effectivement, on est en train de créer des modèles qui, à défaut d'avoir été en quelque sorte vérifiés en amont et en aval sur des échantillonnages par exemple, ou avec simplement des garde-fous dans la nature des personnes qui construisent ces modèles, vont reproduire, voire accélérer des biais qui existent déjà dans le recrutement. Si vous demandez à n'importe quel outil d'IA générative d'images de vous créer une dizaine d'images de médecins, vous aurez 10 images d'hommes grisonnants. Sachant qu'il y a 48% de médecins qui sont des femmes en France. Mais ça vous donne une illustration de, si vous voulez, de l'accélération d'un léger biais qui existe dans la société, qui va être accéléré et aggravée par une intelligence artificielle si elle n'est pas bien réglée, si je puis dire. Oui. Alors on parle toujours des aspects négatifs en termes de destruction d'emplois, mais on va reprendre les vieux cours d'éco, la théorie de la destruction créative de Schumpeter. Quels sont les emplois qui vont être créés par l'IA qui n'existent pas encore aujourd'hui ?
Les emplois qui, en tout cas, sont en train de se développer, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est tous ceux qui tournent autour d'une part de la réglementation autour de l'IA, de questions d'éthique, parce que quand on utilise l'IA, il faut effectivement avoir fixé certaines limites, savoir pourquoi on va l'utiliser et pourquoi on ne va pas l'utiliser. Donc il y a aujourd'hui des postes qui se créent dans les grands groupes pour essayer de déterminer ces règles-là. Et puis ensuite, tous les métiers qui vont permettre à l'IA de fonctionner. Là, on parle, l'IA, c'est très générateur de données, donc il faut du cloud. Il faut des architectes en IA, et il faut des chefs de projet, il faut beaucoup de programmation. J'entendais tout à l'heure que l'IA peut remplacer les développeurs. Il y a besoin de développeurs en programmation spécifique pour développer l'IA. Tout ne sera pas fait par l'IA pour l'IA. Donc il y a plein de postes. Et surtout, moi, ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est que la France souffre depuis quelques années d'un déficit de productivité. C'est ce qui grève finalement notre capacité à faire de la croissance. Et l'IA, c'est un formidable générateur de productivité, parce que l'IA, dès qu'on l'utilise, on s'aperçoit que c'est potentiellement une super assistante, mais c'est potentiellement un expert juridique, c'est potentiellement un expert RH, un expert ceci, un expert cela, qui permet à tout à chacun, un rédacteur, qui permet à tout à chacun de bénéficier de plus d'informations et de bénéficier de plus de compétences. Donc c'est un facteur de productivité, avant tout pour l'industrie. Mais on sait que l'industrie en France, c'est ce qu'il faut booster. Quand même, la main de l'homme, besoin de la main de l'homme pour l'intelligence artificielle. Bien sûr qu'il y a besoin de la main de l'homme. Pour la réajuster systématiquement. Et c'est ce qui fait peur aux gens de dire on va être remplacé. Il faut la main de l'homme. Absolument. Il faut la main de l'homme et encore une fois, elle est présente pour créer l'IA aujourd'hui et pour la driver. Justement, il doit y avoir pas mal de jobs en termes de contrôle, de compliance, etc., qui vont être créés pour justement, comme le disait Charles, c'est gérer les données. Oui, mais il faudra contrôler les gens qui contrôlent. Forcément. Toujours. Celui qui met les critères, faudra à un moment donné aussi contrôler. Enfin, il va y avoir tout un nouvel environnement autour de l'IA, à mon avis, qui va se créer. Et autour des données, évidemment, on a parlé de discrimination, mais également le contrôle aussi de les tâches réalisées, puisque vous avez quand même besoin, l'IA aujourd'hui reproduit des cheminements intellectuels humains. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'il n'y ait pas un humain par-dessus pour justement checker tout ça? Mais vraie question, parce que finalement, les emplois que ça va créer, vous parlez des programmateurs, ceci, cela, c'est que des emplois qualifiés, donc des emplois de col blanc avant tout que va créer l'IA, et c'est aussi avant tout les emplois qu'elle va détruire, non ? Non, je pense pas que ce soit les emplois qu'elle va détruire. Là, on est vraiment effectivement sur des emplois qui on disait tout à l'heure que c'est les emplois de col blanc qu'elle va détruire. Qui vont créer l'IA. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui. Et qu'elle va créer aussi. Vous savez, quand on demande à ChatGPT quels sont les emplois menacés, c'est intéressant. J'ai fait ce test-là pour préparer cette émission, et il parle de graphistes, il parle de designers. Ils disent pas animateur radio. Je suis pas allé tout au bout de la liste. Ils disent Philippe David. J'ai pas vu le mot journaliste. Mais effectivement, partout où il y a de la collecte, de l'organisation, de la création de contenu, on peut s'interroger, est-ce que ce sera de la suppression? Moi, comme on l'évoquait tout à l'heure, je pense pas. Je pense que les postes seront modifiés et pas supprimés. Et c'est vrai que quand on parle de discrimination, on fait comme si la discrimination, elle n'existait pas en matière d'emploi aujourd'hui. Notre étude, les 2500 personnes, disent que 38% des gens se sentent discriminés aujourd'hui, non seulement au moment des recrutements, mais sur leur poste de travail, en raison de leur sexe, en raison de leur âge, dans le cadre de promotion, de choix de projet, d'augmentation. Donc la discrimination, elle existe déjà aujourd'hui. On est, nous, un acteur qui lutte beaucoup pour l'égalité des chances. Bien évidemment, c'est un risque que l'intelligence artificielle, mais c'est à nous de considérer ce risque et de mettre en place des réglementations et des barrières. Charles Chantal veut réagir. Oui, sur cette question de l'impact positif ou négatif sur l'école bleue, je pense qu'au contraire, ça peut être ou blanc justement, mais on a de bonnes raisons de penser que ça va justement permettre à des personnes moins qualifiées d'accéder à des tâches qui aujourd'hui ne leur sont pas accessibles, parce que il faut imaginer une IA générative comme un espèce de super assistant que je vais enfiler. Donc on n'arrête pas. Parfois, on a tendance à considérer ces IA comme des agents indépendants qui vont nous remplacer poste pour poste, au lieu de les envisager plutôt comme des outils supplémentaires. Un outil que j'ai dans ma caisse à outils. Donc c'est cette lecture-là qu'il faut avoir pour se demander si mon poste est impacté ou non. Dit autrement, c'est pas Terminator, c'est plutôt la combinaison d'Iron Man. C'est n'importe qui d'entre nous pourra enfiler la combinaison d'Iron Man. Et par ailleurs, quand on crée un nouvel outil, comme une combinaison comme ça, ou quand on invente la roue, on ne crée pas juste des emplois chez les fabricants de roues, on crée plus d'emplois de commerciaux ou de conducteurs. Donc il faut arrêter d'imaginer que ça ne va créer que des emplois liés directement à l'IA. Un gain de productivité, comme Laurent l'a indiqué, de 10%, 15%, 20%, ça crée plus de tous les postes dans nos économies. Nicolas Leroy, quand on voit la fracture aujourd'hui, les zones blanches, rien déjà pour avoir Internet, ça va créer forcément une fracture
supplémentaires, il va y avoir encore 2 France différentes. Alors c'est certain qu'il va y avoir 2 France, parce que évidemment, comme vous l'avez dit, aujourd'hui vous avez quand même les grandes villes qui vont bénéficier, qui ont déjà une majorité des emplois qualifiés. Aujourd'hui dans les zones blanches, on a une France secondaire où c'est beaucoup plus compliqué de trouver un job, donc effectivement ça risque de s'accentuer. Effectivement on aura besoin d'internet, mais on a déjà cette fracture par rapport à l'emploi. Donc je pense que ça s'accentuera, mais ça existe déjà malheureusement. Une des principales discriminations à l'embauche, c'est l'âge. Alors je vais utiliser un mot anglais, une expression anglaise que j'aime pas tellement. Est-ce que ces emplois dans l'IA vont être réservés à ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés à l'époque du numérique? Ou est-ce qu'on pourra se recycler, je sais pas, après 40 ans, 50 ans, etc. Si, regardez, vous envoyez des SMS maintenant depuis 2 mois, c'est bien. Non, depuis avant-hier, c'est vous qui m'avez appris, Laurent Blanchard. Et la lutte contre la discrimination par l'âge, mais toutes les discriminations, mais celle-ci en particulier, c'est la principale discrimination aujourd'hui sur le marché du travail en France. C'est vraiment notre cheval de bataille. Et parmi, effectivement, les biais, les a priori qu'on peut avoir, c'est que les seniors... Alors on est senior dans le domaine de l'entreprise, en tout cas à partir de 52 ans, c'est ce qui semble remonter nos sondages. On m'avait dit 45. Ça a évolué, comme l'espérance de vie probablement, mais aujourd'hui c'est plutôt aux alentours de 50 ans qu'on est qualifié de senior. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui des utilisateurs des réseaux sociaux, des utilisateurs des nouvelles technologies, tout autant que les autres. Donc c'est pas du tout un frein à leur emploi de demain. Et de toute façon, on est à un point de rupture aujourd'hui en France sur le marché de l'emploi. La population active, elle a atteint son pic. On est sur un plateau. Il sera atteint en 2025. Et après, il va commencer à décliner. On est sur un taux de chômage... Du fait de la baisse de la population active. Du fait de la baisse de la population active. Démographique. Okay. Les employeurs, aujourd'hui, ont du mal à recruter. Ils continuent, même dans un contexte de ralentissement modeste, mais qu'on connaît depuis le début d'année, les employeurs, un de leurs principaux freins au développement, c'est le recrutement. Dans ce contexte-là, il faut aller chercher des gisements de compétences qu'on va pas suffisamment chercher aujourd'hui. Et les populations seniors, plus de 50 ans, elles sont là, elles nous tendent la main, elles ont beaucoup d'avantages, elles sont tout à fait digitales au même titre que les autres. Et puis surtout, elles ont un rapport au travail, un engagement qui est tout à fait intéressant par rapport aux objectifs des entreprises aujourd'hui. Alors moi, les seniors, c'est mon cheval de bataille. Et effectivement, comme le dit Laurent, aujourd'hui, les plus de 50 ans sont au moins aussi performants souvent que les trentenaires ou autres. Là, on est vraiment sur le délit de cheveux blancs, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les gens de 50 ans sont pas des boomers, comme on dit. C'est des gens qui maîtrisent complètement les nouvelles technologies. Ça, je tiens à préciser ça quand même, parce que effectivement, ils souffrent, les pauvres, de cette... Charles, je pense qu'on aurait tort d'opposer, en l'occurrence, les seniors au reste de nos salariés, ou en tout cas de la population active dans cette adaptation. Autant, je pense qu'on n'a pas de raison d'être trop inquiet ou pessimiste sur la destruction et la création d'emplois au total. En revanche, on doit tous, que ce soit en l'occurrence les générations Z ou les seniors, s'interroger sur comment on s'adapte à l'intégration de ces outils dans nos jobs. Je pense qu'on a tous en tête des personnes de 25 ans dans nos entreprises qui pensent que leur manière de faire actuelle est la bonne et peut-être seront pas nécessairement plus agiles que des personnes qui ont déjà changé d'entreprise 3 fois, ont changé de manager plein de fois dans leur vie, se sont adaptés à des nouveaux process et à des nouvelles méthodologies. Donc on est face à On commençait à téléphoner avec un Nokia 3310 qui faisait que téléphoner. Par exemple, ou d'envoyer des textos quand ils étaient comptés et qu'il fallait donc les utiliser avec parcimonie. Il y avait même des cartes téléphoniques pour téléphoner. Là, vous vous adressez à des gens qui sont pas si vieux, donc je vous remercie parce que c'est un souvenir qui me dit quelque chose. Mais merci pour ce scud. Non, mais en l'occurrence, j'ai vécu cette scène, donc c'est comme quoi c'est pas que les seniors. Non, mais en tout cas, il y a un effectivement, je pense que le point qu'évoquait Laurent est absolument crucial, c'est qu'on a un biais aussi un petit peu trop alarmiste qui est le résidu d'une époque qui ne reviendra pas. Le chômage de masse, c'est un phénomène qui a eu un début au milieu des années 70 et qui est en train de connaître sa fin. Pour une raison toute simple qui est la démographie. On est tous traumatisés à l'idée que les emplois vont disparaître, que nous allons perdre notre job. Au total, il n'y a jamais eu autant de personnes actives en France que depuis les années 70 qu'aujourd'hui. Et cette tendance, simplement, même sans aucun dynamisme économique, cette tendance va se maintenir dans les années 20 et dans les années 30. Et donc je pense qu'on devrait moins avoir peur de la perte de nos emplois et de la disparition et du chômage que de notre capacité à pourvoir tous les jobs et à fournir de l'activité à nos entreprises dans les années 30. C'est le remake, c'est les nouvelles années folles, les années 20, les années 30, comme il y a un siècle. Allez, on fait une dernière petite pause et on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h, les vraies voix de l'emploi. www.e.leclerc. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vrais voix de l'emploi jusqu'à 20h avec des sujets passionnants et des intervenants passionnants. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Charles Chantala est avec nous, directeur commercial d'Indeed, et Laurent Blanchard, directeur général France de Michael Page, et notre consultant Nicolas Leroy. Quand je vous écoute depuis le début de cette émission, finalement, je me dis que dans cette règle, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que tout est tellement disrupté dans tous les sens, c'est qu'on a l'impression que ça doit être très compliqué pour vous qui travaillez, parce qu'il n'y a pas de règles en fait. Il n'y a pas de règles de longue carrière, de courte carrière, de changement, de pas de changement, de savoir si on veut le bien-être au travail, ce qu'on veut faire, si on veut travailler en France, à l'étranger. C'est très compliqué en fait. Il y a plus d'opportunités, oui. C'est le propre d'un marché et de technologies un peu disruptives. Ça génère des opportunités, et il y a la nécessité effectivement de se réinventer dans sa vie professionnelle, sûrement davantage avec des changements, Charles l'évoquait tout à l'heure, qui sont plus rapides. L'IA générative, ça amène plus de changements, peut-être pas plus de changements, mais ça les amène beaucoup plus vite. Donc les employés aujourd'hui, les salariés dans leur poste, ils ont un devoir, une obligation, c'est probablement de devoir se réinventer un peu plus régulièrement que l'ont fait leurs aînés. Et donc là, il y a tout un enjeu, d'une part pour les entreprises, qui est de recruter les gens qui sauront avoir les bonnes compétences comportementales. C'est pas de la compétence brute, c'est du savoir-être, c'est la capacité à se remettre en question, apprendre de nouvelles choses, avoir envie d'apprendre de nouvelles choses aussi. Ça c'est fondamental. Et puis, de la part des salariés, de rentrer dans ce jeu-là, c'est plus facile quand même quand on est un cadre dans une grande agglomération que quand on habite dans une ville plus petite en région. En région, oui. C'est une évidence. Oui, parce que justement, moi, je suis un peu moins optimiste que vous, parce qu'il y a quand même un certain nombre de métiers qui vont aujourd'hui être fragilisés, surtout si la transformation se fait vite. Je pense au métier de la comptabilité que je connais bien, du juridique, etc. Si votre tâche, même intellectuelle, est reproductive, l'IA pourra potentiellement vous remplacer. Donc effectivement, là je rejoins Laurent, si les gens arrivent à se réinventer, se former, évoluer, effectivement ils pourront passer cette marche. Si l'évolution se fait trop vite, on peut avoir des gens qui se retrouvent sur le carreau, surtout si effectivement ils sont dans des campagnes, etc., où c'est plus difficile. Mais même de la se former. Comptabilité, il y a des prises de décision Je parle de tous ces jobs intermédiaires, effectivement. Les jobs de cadre, on va dire, avec une forte expertise, une forte valeur ajoutée, avec où il faut justement arbitrer des choses. C'est des jobs qui utiliseront l'IA comme un outil justement pour être plus performant. Le problème, ça sera justement les postes plus intermédiaires où vous avez des tâches reproductives. Et là, je dis aux auditeurs, il faut savoir se réinventer. Alors Charles Chantala, est-ce que l'IA, parce qu'on parle beaucoup de la pénibilité au travail, va changer la pénibilité du travail ? Alors, on a de bonnes raisons. Pour faire disparaître par exemple les tâches les plus pénibles. En tout cas, on voit bien qu'une partie de la valeur ajoutée de l'IA, c'est potentiellement de nous aider à accomplir des tâches très répétitives. C'est là où l'IA excelle. C'est dès lors qu'il y a une quantité de données ou de tâches à répéter importante, l'IA est forte. Donc on peut espérer que ça va nous décharger une partie de ce travail laborieux. Et bon, au fond, c'est l'histoire de l'évolution du travail humain. On a systématiquement essayé de trouver des solutions à la partie de nos métiers que l'on appréciait le moins. La charrue et les bœufs ont remplacé la main de l'homme, et ensuite le tracteur, etc. Voilà, donc effectivement, là on peut espérer une amélioration dans la pénibilité, on peut peut-être espérer une baisse de la quantité totale de temps de travail. Maintenant, c'est vrai que je veux pas paraître angéliste, je rejoins complètement ce que tu indiquais à l'instant. La différence peut-être avec la charrue ou avec le moteur à explosion, c'est que le maréchal Ferrand a eu le temps de finir sa carrière et d'indiquer à son fils de devenir mécanicien. Tandis que là, potentiellement, je vais devoir, en cours de carrière, apprendre un nouveau métier. Et donc ça, c'est c'est une source de stress, et je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients que l'accélération de l'histoire, l'accélération du temps, c'est un phénomène qui quand même en ce moment crée de l'attention à travers toute notre société. Ça va être le cas aussi dans le marché du travail. Le MIT a dit que aujourd'hui c'était plus cher de mettre en route une intelligence artificielle finalement que le coût du travail d'un employé. C'est-à-dire que ça va mettre quand même un petit peu de temps parce que c'est quand même de l'investissement, l'intelligence artificielle, surtout dans l'industrie. Donc on a encore quand même quelques belles années devant nous, Nicolas. Oui, alors, on le voit un peu. On était parti dans les années 80 sur la robotique, on imaginait qu'on allait nous livrer nos sandwichs chez nous. Aujourd'hui, ça reste des humains, et au contraire, c'est plutôt l'intelligence artificielle qui va vous guider. On le voit dans les entrepôts Amazon, pour pas les citer, où c'est une intelligence qui dit à un humain de faire. Donc finalement, il se peut que l'intelligence artificielle aille moins vite que prévu, et donc finalement, c'est l'économie qui va aussi driver le marché. Le marché, si ça coûte extrêmement cher,
on va avoir le temps de se transformer comme on l'a fait sur les précédentes révolutions. Effectivement, si ça devient par contre très intéressant économiquement, là on va avoir une vague arrivée rapide. On surestime toujours les impacts à 1 an et on a tendance à sous-estimer les impacts à 10. Donc malgré tout, il y a des économies d'échelle qui pour l'instant n'ont pas eu lieu. C'est vrai que ne serait-ce que la consommation d'énergie de ces modèles est un frein pour l'instant colossal. Mais je dirais que leur efficacité suit une courbe exponentielle. Donc il ne faut pas minimiser le fait que dans 10 ans, c'est physiquement possible qu'elles arrivent à des niveaux de performance assez élevés. Et là, on est dans le spectaculaire. On peut traduire un texte maintenant en 1 minute, on peut rédiger un document juridique en 5 secondes. Après, le passer sur quelque chose d'un peu plus volumique, c'est un peu différent. On le voit avec nous, c'est très simple d'avoir Après, il y a toujours un besoin de vérification. Je rappelle quand même que c'est vrai. Ne laissez pas une intelligence artificielle, si vous utilisez ChatGPT, sans vérifier tout ce qu'ils disent. On verra les sociétés carrément basculer en grande échelle. Laurent Blanchard veut réagir. Déjà, quand on parle de données, alors dans le domaine du recrutement, dans le domaine de l'emploi, que ce soit de la donnée candidat ou de la donnée propre à une entreprise, la mettre sur ChatGPT, c'est faire en sorte que la donnée vous échappe. Des données potentiellement confidentielles, dont la loi vous impose qu'elles restent confidentielles au sein de votre entreprise. Donc on peut pas tout mettre dans ChatGPT. Ça c'est un premier point. Il y a des règles, effectivement. Il y a plein de règles et la Commission européenne a pris des décisions pour protéger les données et c'est une très bonne chose. Après, sur cette partie création d'emplois, ça coûte cher. Il vous a pas échappé que Microsoft venait de décider d'investir 4 milliards d'euros en France. Mais 3 milliards en Allemagne, 2,9 milliards en Espagne, etc. Donc le développement de l'IA, ça coûte extrêmement cher. Et ça coûte cher aussi en emploi, mais dans le bon sens du terme, puisque ces 4 milliards en France, c'est à peu près 1000 créations d'emplois propres, en solde net également sur la France. Donc il y a aussi beaucoup de création de richesses et beaucoup de création d'emplois à en attendre. Il ne faut pas être dans un discours angéliste. Après, moi je fais le choix d'être optimiste, parce qu'encore une fois, les pessimistes, les optimistes meurent de la même façon. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est le sens de l'histoire. Exactement, donc il faut être optimiste et il faut véritablement chercher les opportunités. Et encore une fois, si on pense aux populations peut-être les plus fragiles, le secteur dans lequel l'IA est le plus utilisé aujourd'hui, en dehors de l'IT, c'est l'industrie. Et l'industrie, c'est probablement le secteur qui est le plus stabilisant pour les populations actives en France, parce qu'on trouve l'industrie non pas dans les grandes agglomérations, mais plutôt dans les territoires, dans les régions. Et finalement, s'il doit y avoir avant tout un effet très positif du développement de l'IA, c'est d'aider la réindustrialisation, en tout cas sur le sol français, et de permettre à tous, sur des postes peut-être plus faciles d'accès en termes de formation, de trouver chaussures à son pied. Le mot de la fin, Nicolas Leroy. Je pense que c'était intéressant, justement, on a vu qu'on avait les optimistes, les pessimistes. Dans l'ensemble, on peut dire qu'on va vivre une mutation, on verra la vitesse avec laquelle elle se fera. Est-ce que c'est vraiment pessimiste ou est-ce que c'est... on parle beaucoup de destruction de jobs, et effectivement, moi je reste quand même méfiant mais optimiste, parce que je pense que la société a une capacité justement de transformation qui est intéressante, et puis surtout on est, comme on l'a dit, à un niveau de chômage qui fait que les gens, de toute façon, on a besoin de personnes. Il ne va pas y avoir de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Et on a besoin d'être bousculés, non, je pense aussi. Pour que les choses changent. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant d'être avec vous. Merci beaucoup, Charles Chantala, directeur commercial d'Indeed. Laurent Blanchard, merci beaucoup, directeur général France de Michael Page. Et merci à vous aussi, Nicolas Leroy, d'avoir préparé cette émission que vous pouvez bien entendu réécouter sur nos différentes plateformes et sur notre chaîne YouTube. Merci Philippe David. Merci Cécile de Bénibus. On se retrouve demain 17h pour les vraies voix, à 20h02 l'essentiel de Sud Radio, à 20h bien évidemment le Flash avec Florian Pierra, et tout de suite Sud Radio à votre service. Et on vous dit à demain pour les vraies voix. Salut, bonne soirée. Sud Radio.